Grand déballage sur les pots de vin distribués à l'Assemblée nationale pour faire échouer ou aboutir la motion de censure. Les camps se revoient à la balle de la distribution de pots de vin. Les pro-HVM de Coolroger accusent le MAPAR pro-Andrazuelen d'être derrière la distribution de 2 millions par député pour collecter des signatures en faveur de la motion de censure. Une rumeur circule sur les réseaux internet. En décembre, le soleil ne serait pas visible pendant 3 jours successifs. Ce n'est qu'une rumeur en effet. Toutefois, une éclipse aura bien lieu le 21 décembre. La fillette de 2 ans atteinte d'Ebola au Mali est décédée hier, première malade dans le pays. L'enfant peut potentiellement avoir contaminé un grand nombre de personnes. Du grand spectacle arrive sur Canal+. Ben voilà! De qui s'agit-il? Mais qu'est-ce qu'ils ont, Jerry? Qu'est-ce qui se passe? Demain, je m'y tiens, je prends ma journée. Oh non, mais parce que j'ai tout négligé. Les films et les séries qu'on aime sont sur Canal+. Le décodeur est à 40 000 arrières seulement, pour tout paiement par prélèvement bancaire. Canal+. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal sur Cool TV. Grand déballage sur les pots de vin distribués à l'Assemblée nationale pour faire échouer ou aboutir la motion de censure. Les camps se revoient à la balle de la distribution de pots de vin et les pro-HVM de Coolroger accusent le MAPAR pro-Andrazuelen d'être derrière la distribution de 2 millions par député pour collecter des signatures en faveur de la motion de censure. Le MAPAR, lui, dément énergiquement et révèle que le groupe HVM a été le principal instigateur et ce, depuis la réunion tenue à l'hôtel Colbert. Le député Zovat a été nommément accusé de s'être concerté avec des membres du gouvernement. Reportage. La motion de censure a fait figure de menu principal à l'ordre du jour de la seconde session ordinaire du Parlement. À l'initiative de 85 parlementaires, une réunion interdite aux journalistes s'est déroulée à huis clos durant 3 jours pleins. Les secrets commencent à filtrer, les députés se dénoncent mutuellement et se renvoient la balle de corruption. Le député Zovat, élu dans la circonscription d'Intala, accuse le MAPAR pro-Andrazuelen de s'être livré le premier à la distribution de pots de vin à raison de 2 millions par député en faveur de la motion de censure. Le groupe MAPAR dément formellement les allégations. Ce qui est sûr sera que des députés ont joué double jeu et mangé à 2 râteliers. Ils signent la motion de censure, puis signent une deuxième fois pour le contraire. Les indépendants sont les plus accusés d'être les plus véreux. Le premier déballage vient donc du MAPAR, qui osera produire les noms de ceux qui ont signé ou la liste portant les signatures de tous ceux qui ont touché de l'argent. Souvent cité, le député Zovat fait savoir au téléphone qu'il va lui aussi sortir la liste portant 102 signatures. Il annonce sa bombe pour la semaine prochaine. Des émissaires proches d'Ulrich Andjatin, ministre des Transports, et aussi du MSA, ont été pointés du doigt pour s'être chargés d'acheminer au bureau de Freddy Maasouas, vice-président de l'Assemblée nationale, les liasses de billets à distribuer. Des éclaircissements du pouvoir sont attendus sur cette affaire de pots de vin, tout comme les résultats de l'enquête diligentée la semaine prochaine par le Bianco, bureau indépendant anticorruption. Une nouvelle forme de polio a été détectée à Analalave, dans le quartier de Befoutak à Varaj, commune de Befoutak, dans la région Sofia. Un enfant de 3 ans, non encore vacciné, a été victime de cette affection. La semaine de la santé de la mère et de l'enfant, elle, sera combinée cette année avec la semaine mondiale de la vaccination. Reportage.
La polio est une maladie qui frappe les enfants de moins de 5 ans non vaccinés. Une forme rare de poliomyélite a été découverte à Nalalava, région Sofia. L'enfant victime n'a pas été vacciné. On peut protéger les enfants de cette maladie en les faisant vacciner. C'est ce qui avait permis d'éradiquer en 1999 la poliovirus sauvage. Seul le vaccin peut prévenir cette maladie. Il sera remplacé par des piqûres à partir de l'année 2015. Jusque-là, on recense encore plusieurs maladies des enfants de moins de 5 ans à Madagascar. Une campagne de sensibilisation contre la pneumonie et la diarrhée est maintenant en cours. Cependant, la majorité des parents ne font pas vacciner leurs enfants, ce qui augmente le taux de la mortalité infantile. Une campagne axée sur la santé des mères et des enfants aura lieu ce lundi 27 octobre au vendredi 31 octobre prochain. Selon les responsables, les objectifs sont encore loin d'être atteints. De gros efforts restent nécessaires. Seuls 37,4% des femmes enceintes ont été vaccinées durant la dernière session de vaccination. Des mesures doivent être particulièrement prises pour éradiquer la polio qui tente de refaire surface. Et il y a un siècle, la Première Guerre mondiale, près de 30 000 Malgaches ont combattu aux côtés de la France dans le conflit de 1914 à 1918. La majorité de la génération actuelle ignore cette grande page de l'histoire de Madagascar. Une exposition se tiendra donc du 11 novembre, anniversaire de l'armistice, au 15 novembre prochain pour commémorer les 100 ans de la Première Guerre mondiale. Les détails. Madagascar est colonie française depuis 1896. La Première Guerre mondiale éclate 18 ans après, en 1914. 30 000 Malgaches ont combattu aux côtés des Français comme tirailleurs. Ils ont gagné le front par bateau depuis le port de Tuamasin. De cette année 2014 à 2018, Madagascar commémorera la guerre mondiale de 1914 à 1918, il y a 100 ans. Un comité se chargera de la collecte d'archives, que ce soit des images, des photos, des objets ou des dossiers. Une exposition se tiendra du 11 novembre, anniversaire de l'armistice, au 15 novembre prochain à l'hôtel de ville Analakeli. Portée à la connaissance de sa population, l'histoire fait partie de ses richesses nationales. Jusqu'ici, la génération actuelle ignore l'histoire de Madagascar, même si elle figure dans les matières enseignées. Des tablettes informatiques ont été distribuées auprès de certains lycées et EPP. L'utilisation de matériel de haute technologie reste un problème aux élèves, notamment dans les EPP. Les enseignants manquent de formation et leurs élèves encore moins. Les détails. Des élèves d'école primaire utilisent des tablettes numériques pour 2 matières, SVT, sciences de la vie et de la terre et géographie. Pour le cas de l'EPP d'Andafiavarachaïlaf, les enseignants ont été formés avant l'utilisation de ce matériel de haute technologie. L'EPP d'ILAF a bénéficié de 50 tablettes. Ils suffisent pour toute la classe, mais jusqu'ici, elles sont utilisées à raison d'une tablette par table de 3 élèves. Pour l'instant, la majorité des élèves sont totalement désorientés face à l'intrusion de la haute technologie dans le processus d'apprentissage. Les enseignants espèrent néanmoins de bons résultats. Les tablettes détachent certes de l'usage de la craie, mais qu'en sera-t-il pour le stylo alors que l'écriture n'est pas encore totalement maîtrisée? L'enseignement de base, c'est apprendre à lire, à écrire et à compter. Taper sur des touches ne fait pas partie de l'apprentissage des fondamentaux. 30 écoles publiques et privées, dont 3 à Antananarivo et 27 dans les provinces, ont pu bénéficier de tablettes pour cette année scolaire. D'après les informations, près de 5500 enseignants seront formés sur l'utilisation de ces nouvelles technologies numériques pour une durée de 5 ans. 408 ordinateurs d'une valeur de 1 milliard ariary ont été offerts à 17 directions régionales de l'éducation et à 87 CISCO, circonscriptions scolaires dans la section Antananarivo. Au vu des réalités dans les écoles primaires, l'on peut s'interroger sur le bien fondé d'introduire les tablettes numériques dans le processus d'apprentissage dans les écoles primaires, voire les lycées. Saison cyclonique, de nouvelles stratégies seront mises en place par le BNGRC ou Bureau national de gestion des risques et catastrophes afin d'améliorer la qualité de
préparation face aux catastrophes naturelles. La dernière mise à jour stratégique a été effectuée en 2003, même si cela devrait se faire tous les 5 ans. Un plan d'action sortira donc après de concertation. La mise en œuvre est prévue pour la saison 2016. Les explications. Il s'agit donc d'un atelier de concertation technique sur la mise à jour de la stratégie nationale de gestion des risques et des catastrophes de Madagascar, vu que le contexte national et mondial a évolué et on a décelé beaucoup de lacunes, que ce soit sur la stratégie globale au niveau mondial ou sur les stratégies nationales dont Madagascar en dispose. Globalement, il s'agit de thèmes transversaux. Il y a des thématiques transversales donc, qui n'ont pas été suffisamment incluses dans les stratégies mondiales ou les stratégies nationales. Il faut aligner également aussi cette stratégie avec la politique générale de l'État. Une rumeur circule sur les réseaux Internet. En décembre, le soleil ne serait pas visible pendant 3 jours successifs. Ce n'est qu'une rumeur en effet, mais toutefois, une éclipse aura bien lieu le 21 décembre. Cela débutera dans la soirée du 20 décembre pour les pays occidentaux. Reportage. Un bruit circule que la Terre sera plongée dans un grand noir durant 3 jours ce mois de décembre. Ce n'est qu'une rumeur, wax ou fake selon les termes techniques. Il a été véhiculé sur Internet cette semaine. Le grand noir durera du 21 décembre jusqu'au 23 décembre. Il s'agirait d'une tempête solaire ou d'une explosion au niveau du Soleil, un phénomène assez fréquent d'ailleurs. D'après les experts dans le domaine, la tempête solaire entraînera une coupure d'énergie électrique. Mais jusqu'ici, aucun site officiel ni voix faisant autorité n'ont confirmé les allégations. Ce sont des sites dits taquineurs du Québec qui ont véhiculé cette wax les premiers. Les sectes appelées êtres de la lumière a propagé la rumeur. Les tempêtes solaires se produisent fréquemment, selon les experts, et elles sont imprévisibles. Le magazine Nature affirme cependant qu'avec le progrès de la technologie, il est maintenant possible de prévoir ce phénomène, mais pas avant les 24 heures de son apparition. Ce qui logiquement fausse cette rumeur. Qu'est-ce qui se passera donc ces jours-là ? Selon la NASA, administration américaine de l'aéronautique et de l'espace, quelque chose se passera bien le 21 décembre. Premièrement, le 21 décembre est le jour le plus court pour l'hémisphère nord et le jour le plus long pour l'hémisphère sud. C'est la solstice d'hiver. Simultanément, il se produira une éclipse lunaire, la lune sera cachée, mais le phénomène ne sera visible que dans le seul hémisphère nord. Dans l'hémisphère sud, dont notre pays, la lune continuera de briller. L'éclipse durera 3h28, tandis que la lune sera cachée par l'ombre de la Terre pendant 72 minutes. Cette éclipse sera semblable à celle qui s'est produite la soirée du 8 octobre dernier. Pour nous, le 21 décembre sera loin d'une quelconque fin du monde. Paradis bleu, tel est le titre du nouveau roman de la Mauricienne Shehnaz Patel. Ce roman relate la vie quotidienne de la population mauricienne. Shehnaz Patel, une ancienne journaliste, milite pour l'égalité des Mauriciens, quelle que soit leur religion ou leur couleur politique, raison pour laquelle elle a écrit Paradis bleu. Cette romancière se distingue aussi par son féminisme et son écriture qui reflètent les vraies réalités de l'île Maurice, loin de ressembler à ce qu'on lit dans les journaux ou sur Internet. Cet ouvrage de 500 pages explore l'injustice, les différences et les tragédies qui se cachent derrière la face paradisiaque de l'île Maurice. Un forum a été organisé ce jour à l'Institut français malgache pour la présentation et une rencontre avec cette grande figure du roman mauricien. Martèlement de leurs pas. En rang serré, ils avancent les mots, ils progressent. Se hâtent vers l'orifice de ma bouche comme vers la sortie d'un tunnel. Se bousculent, moi d'abord. Parfois, j'essaie de les retenir. Attendez encore un peu. Il n'est peut-être pas tout à fait l'heure. Peut-être qu'en revenant plus tard, ce soir, demain, ce sera mieux, plus au point. Peut-être, qui sait. Mais il marche. Le front. Et
suivez la rediffusion annoncée cette semaine du magazine sur l'exploitation forestière et du sable minéralisé à Ranbé dans l'émission À la ligne dimanche à 19h. Ce magazine a remporté la 3e place lors du concours FDJ 2014. Ne ratez donc pas l'émission À la ligne demain à partir de 19h sur Cool TV. Et on passe aux actualités internationales. Après 2 attaques meurtrières survenues hier, l'Égypte a décrété l'état d'urgence sur plusieurs parties du Sinaï. Le point de passage de Rafah à la frontière avec la bande de Gaza sera dorénavant fermé jusqu'à nouvel ordre. C'est un reportage de France 24. C'est la première fois depuis des dizaines d'années que l'armée égyptienne perd autant d'hommes en une attaque. Du coup, le président intervient. État d'urgence, deuil national et cette déclaration. Je veux exprimer mes condoléances à tous les Égyptiens et à l'armée pour les martyrs qui sont tombés hier. Je voudrais dire qu'il y a des raisons externes à cette opération. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais avec Israël, l'Égypte accuse le Hamas au pouvoir à Gaza de soutenir les combattants du Sinaï pour le déstabiliser après la chute des frères musulmans, leur alliés, le 3 juillet dernier. Depuis ce jour, la situation sécuritaire s'est encore dégradée dans la région. Le Sinaï, 60 000 km² coincé entre le canal de Suez et Israël, est une région stratégique mais instable. Les revenus du canal, les gazoducs, les stations balnéaires du golfe d'Aqaba font du Sinaï un enjeu économique. Mais l'histoire de cette région, rétrocédée par Israël à l'Égypte après la guerre de 6 jours, est violente. D'abord, les Bédouins, qui la peuplent en majorité, s'entendent mal avec le pouvoir central au Caire, qui ne les a jamais associés au développement économique du pays. Et aujourd'hui, ils abritent des groupes aux intérêts différents, des trafiquants d'armes, de personnes ou de drogue qui cherchent à défendre leur commerce, et des militants aux motivations plus idéologiques. 3000 combattants islamistes vivraient ainsi dans les zones montagneuses qui s'étirent jusqu'à la mer Rouge. Une situation qui a renforcé la coopération sécuritaire entre Égyptiens et Israéliens. Le but, éviter de faire du Sinaï un sanctuaire djihadiste. La fillette de 2 ans atteinte d'Ebola au Mali est décédée hier, première malade dans le pays. L'enfant peut potentiellement avoir contaminé un grand nombre de personnes. Mais avant même le décès, l'Organisation mondiale de la santé avait dressé un tableau beaucoup plus inquiétant, en particulier en évoquant les risques de contamination des personnes ayant été en contact avec l'enfant qui présentait des symptômes de la maladie et était donc contagieuse avant son retour au Mali. France 24. Les médecins n'ont rien pu faire. Dans la soirée, vendredi, le ministère malien de la Santé annonce la nouvelle. Malgré les efforts considérables déployés par les services de santé, l'enfant malade a finalement succombé ce vendredi 24 octobre 2014. La petite de 2 ans a probablement été contaminée en Guinée alors qu'elle s'y était rendue avec sa grand-mère. C'est là-bas qu'elle a eu les premiers symptômes et il est possible qu'elle était contagieuse lors du trajet de retour en bus, ce qui inquiète fortement l'Organisation mondiale de la santé. L'état de l'enfant pendant le trajet en autocar est particulièrement inquiétant, car il a présenté de multiples occasions d'exposition, y compris à haut risque, impliquant un grand nombre de personnes. Par précaution, plusieurs dizaines de personnes ayant eu des contacts potentiels avec la fille ont été placées en quarantaine, mais les autorités restent floues sur leur nombre exact. Avant ce premier décès, le ministre de la Santé se voulait rassurant. Encore, c'est pour insister sur la sérénité au niveau de la population. La situation est sous contrôle. Le gouvernement conseille à la population d'éviter tout de même les déplacements non nécessaires vers les zones d'épidémie et de respecter les mesures d'hygiène. À Bamako, les habitants commencent à être inquiets. Ici en Afrique, c'est pas facile. C'est pas du tout facile qu'on se protège. Il y a de l'affection partout, tu es obligé, vous mangez ensemble, c'est pas facile. Des exercices de simulation ont été organisés cette semaine avec l'aide de l'Organisation mondiale de la santé afin d'éviter toute propagation de l'épidémie. Un rappel des programmes avant de vous quitter. Donc, juste après ce journal, vous allez suivre 2 films, Hercule et The Conjuring. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci de votre fidélité à Cool TV. On se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end et très belle soirée à tous. Au revoir.